Je traîne mon corps endolori le long de l'échelle du navire de pêche Tramontane, mes jambes protestant à chaque barreau après 14 heures à remonter les filets. Le port de Concarneau est calme ce soir, juste le craquement familier des coques en bois contre les amarrages et l'aboiement lointain du notari. Mes épaules me brûlent tandis que je les fais rouler en arrière, le sel incrusté à la racine de mes cheveux. Je dois juste consigner la prise du jour, puis m'effondrer pour 6 heures avant la marée précoce de demain. Je pousse la porte de la cabine, ma main se glaçant sur le cadre usé par le temps. Léa est penchée sur mon ordinateur portable, sa colonne vertébrale courbée vers l'écran avec une concentration qu'elle ne prend jamais la peine d'accorder à mon vrai travail. Ses doigts fins tapotent frénétiquement sur le clavier, et à côté d'elle, mon journal de pêche est ouvert en grand, les pages soigneusement tournées pour révéler des coordonnées crayonnées de mon écriture serrée. « Qu'est-ce que tu fais ?» La question s'éraille dans ma gorge. Léa sursaute, sa main volant à sa gorge. « Chloé !» Je ne t'attendais pas si tôt. Elle ne ferme pas l'ordinateur portable, n'essaie même pas de cacher ce qu'elle fait. Une clé USB dépasse du port comme une accusation au néon. Ce sont mes registres privés. Je fais un pas en avant, remarquant la pile de pages du journal déjà photographiées, placée en un tas bien net. C'est pour ma thèse de biologie marine. Léa hausse les épaules, glissant une mèche de cheveux propres derrière son oreille. Le département a besoin de données sur les zones de pêche durable pour compléter notre étude. La manière désinvolte dont elle le dit, comme si elle demandait à emprunter un pull, me fait monter une bouffée de chaleur dans le cou. Mes mains se serrent en poing le long de mon corps. Ces emplacements m'ont pris des années à trouver. Ma voix reste égale, bien que quelque chose de sauvage batte derrière mes côtes des années d'essais et d'erreurs, à marquer les crêtes sous-marines, à suivre les migrations saisonnières que personne d'autre ne s'était donné la peine de documenter. Les yeux de Léa se plissent légèrement. C'est un savoir familial, Chloé. Tu n'as pas inventé la pêche. Le souvenir me frappe comme une gifle, le dîner de la semaine dernière, maman passant les pommes de terre, levant à peine les yeux quand j'ai mentionné que l'équipe de recherche de Léa avait endommagé un de mes sondeurs de profondeur. Ta sœur fait un travail scientifique important, avait dit papa en me coupant la parole. Le matériel peut être remplacé. Le sourire de maman avait été crispé. Léa donnera de l'importance au nom du bois dans le monde universitaire. Comme si mon travail pour faire tourner ce bateau, payer leur hypothèque, financer les études de Léa, ne signifiait rien. Je m'avance, le dos se redressant. Ce sont des emplacements exclusifs qui maintiennent cette entreprise à flot, qui te maintiennent dans ce programme universitaire de luxe. Léa se lève, égalant ma taille mais pas ma carrure. Tu es ridicule. L'université a besoin d'accéder aux données de pêche locales, et notre famille possède les archives les plus complètes du sud de la Bretagne. Alors tu les voles? Sans demander? Je ne devrais pas avoir à demander. La voix de Léa monte, une indignation vertueuse faisant rougir ses joues. Nous sommes une famille. Les lumières du port projettent des ombres sur son visage, la faisant soudainement ressembler à maman, le même menton incliné avec arrogance, la même certitude qu'elle mérite tout ce qu'elle prend. Avant que je puisse répondre, des bruits de pas résonnent sur le pont. Maman et papa apparaissent dans l'embrasure de la porte, leurs expressions passant du sourire à l'inquiétude lorsqu'ils perçoivent la tension crépitant entre nous. Qu'est-ce qui se passe? La voix de papa tonne dans la petite cabine. Léa se tourne immédiatement vers eux. Chloé essaie de bloquer mes recherches. Elle agit comme si ces coins de pêche étaient des secrets commerciaux ou quelque chose du genre. La main de maman se pose sur l'épaule de Léa. Chérie, de quoi as-tu besoin? Sans me demander ce qui s'est passé. Sans me demander pourquoi je pourrais être contrarié. Juste en faisant bloc instantanément autour de Léa. Elle copie mes registres sans permission. Ma voix me semble étrange à mes propres oreilles. Cette clé USB contient tous les lieux de pêche productifs que j'ai cartographiés au cours des 5 dernières années. Le visage de papa se durcit. Chloé, ne sois pas égoïste. C'est pour l'avenir de Léa. Le mot « égoïste » me transperce l'estomac comme un hameçon. Combien de fois l'ai-je entendu? Quand j'ai demandé un nouvel équipement de navigation au lieu de financer le programme d'été de Léa. Quand j'ai suggéré que Léa pourrait travailler sur le pont pour apprendre le métier. Quand j'ai osé suggérer que mon avenir comptait aussi. Sortez de mon bateau. Les mots sortent calmes mais fermes. Maintenant, tu fais juste ta dramatique, dit maman en soupirant. Je vais t'aider à descendre. Je me dirige vers la porte, les épaules rigides. Vous tous.
Ils partent à contre-cœur, Léa serrant la clé USB, mes parents marmonnant à propos de filles ingrates. Je reste au bastingage, les regardant s'éloigner sur le quai, puis je retourne dans la cabine. Seul, je fais glisser le compartiment caché sous ma couchette. À l'intérieur repose le dossier des titres de propriété que j'ai signé il y a 18 mois, rachetant les parts de mes parents dans le Tramontane avec une deuxième hypothèque dont je ne leur ai pas parlé. Bientôt, ils apprendront ce que j'ai planifié en silence tout ce temps, et ils regretteront de ne pas avoir été plus prudents quant à la personne qu'ils ont trahie. Je lisse ma seule chemise habillée en arrivant dans l'allée de mes parents, me préparant mentalement à notre rituel hebdomadaire. La familière longère bretonne avec ses bardeaux gris usés par le temps se dresse devant moi, la fumée s'enroulant de la cheminée contre le coucher de soleil de Concarneau. 3 jours que j'ai ordonné à Léa de quitter mon bateau, et pas un seul appel d'excuse. Grand-père Dubois est assis sur le porche, se balançant doucement, ses mains noueuses de pêcheur reposant sur un jean usé. Ses yeux croisent les miens avec une intensité qui me fait marquer une pause. Michel et Thomas restent derrière, acquiesce-t-il, la voix basse. Chloé. Tu pourrais avoir besoin de ça ce soir. Il presse quelque chose dans ma paume, un mot plié. Lis-le avant d'entrer. Je déplie le papier dans mon camion. Son écriture tremblante me porte un coup au cœur. Ils ont fait visiter le Tramontane à des gens sans te le dire. Vérifie ton sac 2 fois avant de partir ce soir. Le journal de pêche que j'avais caché dans mon sac en toile pèse soudain 1000 livres. Je glisse le mot de grand-père à l'intérieur, à côté du dossier des titres de propriété que j'ai apporté comme assurance. Quand je pousse la porte d'entrée, des voix provenant de la salle à manger me fichent sur place. La conversion ne devrait pas prendre plus de 6 semaines, dit une voix d'homme que je ne reconnais pas, et les permis se transfèrent sans problème. C'est papa, utilisant son ton d'homme d'affaires. Une fois la vente finalisée, oui. Les droits de pêche du Tramontane seraient convertis en permis de recherche sous la juridiction de l'université, l'étranger à nouveau. Mes pieds m'emportent avant que mon cerveau ne rattrape le coup. 5 visages se tournent vers moi, maman, papa, Léa, et 2 hommes en pantalon kaki repassés qui puent le monde universitaire. Chloé, la voix de maman est trop aiguë. Tu es en avance. La table est mise avec la belle porcelaine, les assiettes réservées pour Noël et le remboursement des hypothèques. Une bouteille de champagne refroidie au centre. Est-ce que j'interromps quelque chose? Ma voix me semble lointaine. Papa se lève, faisant un geste vers le plus grand des étrangers. Voici le docteur Perrin de l'Institut océanographique de la Côte, et son collègue, le docteur Verdier. Le docteur Perrin tend la main. Ravi de rencontrer la capitaine dont j'ai tant entendu parler. Je ne la prends pas. Au lieu de cela, je regarde directement mon père. Pourquoi discutez-vous des permis pour mon bateau? Maman rit nerveusement. Ne sois pas dramatique, Chloé. Assieds-toi et prends un verre de vin. Nous avons une merveilleuse nouvelle. Je reste debout tandis que Léa rayonne depuis sa chaise. J'ai été accepté au programme de doctorat. Financement complet et tout. Félicitations, je parviens à dire, mes yeux balayant les papiers éparpillés sur la nappe des plans de pont du Tramontane, avec des sections surlignées et réétiquetées. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Papa s'éclaircit la gorge. Nous avons trouvé un acheteur pour le Tramontane. L'université veut le convertir en navire de recherche pour son programme d'études sur le climat. Il le dit nonchalamment, comme s'il annonçait un changement de plan pour le dîner plutôt que le démantèlement de ma vie. Et mes permis de pêche? Les mots raclent ma gorge. Seraient transférés avec la vente, explique le docteur Perrin en se penchant en avant. Nous les maintiendrions sous le contrôle de l'université pour des captures commerciales occasionnelles afin de compléter le financement de la recherche. Je vois. Je reste debout, mes jointures blanches sur le dos de la chaise vide. Et quand aviez-vous l'intention de me le dire? Maman fait un geste dédaigneux. Nous te le disons maintenant, chérie. C'est une opportunité merveilleuse. Léa aura la priorité sur les expéditions de recherche. À travers la fenêtre, j'aperçois mes matelots, Michel et Thomas, appuyés contre leur camion dans la rue, là où je leur avais demandé d'attendre après l'appel énigmatique de grand-père ce matin. Nous avons déjà fait visiter le bateau 2 fois, continue papa. Le docteur Perrin pense que nous pouvons conclure d'ici la fin du mois. Léa attrape le champagne. Ils vont le rebaptiser le navire de recherche Dubois. De l'autre côté de la table, grand-père croise mon regard, me faisant le plus léger des signes de tête en direction de mon sac.
Avant que vous continuiez, dis-je, la voix plus assurée que je ne le sens, j'ai quelque chose à partager. La pièce devient silencieuse alors que je plonge la main dans mon sac en toile, mes doigts trouvant le dossier en cuir que je porte depuis des mois, attendant exactement ce moment. Je le pose sur la table, le tournant pour faire face à mon père. Qu'est-ce que c'est? Papa fronce les sourcils. Les titres de propriété du Tramontane. J'ouvre lentement le dossier, révélant le titre avec « Dubois-C. SARL, bien en évidence. Signé et enregistré il y a 18 mois. Le docteur Perrin se penche en avant, sa curiosité académique piquée. Ces documents semblent être des actes de transfert légitimes. Le visage de papa devient cramoisi. Tu n'as pas pu te permettre de nous racheter. Deuxième hypothèque. Je sors des relevés bancaires, les posant à côté du titre. Je fais des paiements depuis 1 an et demi. La main de maman vole à sa gorge. Tu as fait ça dans notre dos? Comme vous le faites en ce moment? Je croise son regard. Prévoir de vendre mon gagne-pain sans même en parler? C'est différent, proteste Léa. C'est pour la science. Pour ma carrière. Ma carrière paie pour cette maison, les mots ont un goût amer mais nécessaire. Ma carrière a financé ton diplôme de premier cycle, Léa. Sur un bateau que vous essayez maintenant de vendre sous mon nez. Le docteur Perrin examine les documents avec un malaise croissant. Ces papiers de transfert semblent tout à fait légaux. Monsieur Dubois, vous avez cédé vos parts de propriété il plisse les yeux sur la date, 12 février de l'année dernière. Le visage de papa s'effondre d'incrédulité. Je n'ai jamais signé ça. Si, tu l'as fait. Je sors un autre papier. Le même jour où tu as demandé 14 000 € pour des réparations de toiture. Tu te souviens d'avoir signé pour ce prêt? Une lueur de reconnaissance passe dans ses yeux, suivie par la fureur. Tu nous as trompés. Non, dis-je doucement. Je me suis protégé. Il y a une différence. Grand-père réprime ce qui pourrait être un sourire derrière sa main burinée. C'est un bateau familial, insiste maman, la voix montant. Ton grand-père a bâti cette entreprise pour nous tous, pas seulement pour toi. Et je l'ai fait tourner pour nous tous, je pose mes mains à plat sur la table. Mais apparemment, ça n'était pas assez, alors maintenant, il est juste à moi. Le champagne reste oublié tandis que les rêves académiques de Léa s'effondrent en temps réel. Le docteur Perrin rassemble maladroitement ses papiers, marmonnant quelque chose sur des affaires de famille et la nécessité de contacter le conseil juridique de l'université. À travers la fenêtre, je vois Michel et Thomas se redresser, observant la maison comme des sentinelles. Ils attendaient mon signal, tout comme j'attendais ce moment où ma famille me verrait enfin non pas comme la fille qu'ils peuvent utiliser, mais comme la capitaine qui maîtrise la marée. Le brouillard matinal s'enroule sur le port de Concarneau alors que j'attache la dernière amarre au taquet. 3 semaines que j'ai révélé les titres de propriété, et la guerre n'a fait que s'intensifier. J'essuie les embruns salés de mon visage, plissant les yeux vers la silhouette qui marche d'un pas décidé sur le quai vers moi. La mâchoire de papa travaille d'avant en arrière avant même qu'il ne soit à portée de voix. Ses bottes tonnent sur les planches de bois comme des tambours annonçant la bataille. Ce n'est pas fini, Catherine. Il me tend une enveloppe manille. Mon avocat dit que nous avons des motifs pour contester. Tu as délibérément trompé ta propre famille. Je prends l'enveloppe sans l'ouvrir. J'ai payé la juste valeur du marché. Au centime près. Tu as fait ça dans notre dos en vivant sous notre toit. Votre toit? Je sens la chaleur monter à mon cou. La deuxième hypothèque sur le Tramontane a payé pour ce toit. Pour l'université de Léa. Pour l'opération du genou de maman. Le visage de papa rougit. Nous sommes une famille. Tout était censé être partagé. C'est drôle comme le partage ne fonctionne que dans un sens. Je glisse l'enveloppe dans ma veste. Je demanderai à mon avocat d'examiner ça. Il pointe un doigt vers le Tramontane. Ta mère appelle tous les gens que nous connaissons. Personne à Concarneau n'achètera ta prise une fois qu'ils comprendront ce que tu as fait. La menace pèse comme un poids. Mon téléphone vibre le 5e appel de la sœur de maman ce matin. La campagne de diffamation est déjà en marche. Rentre chez toi, papa. Je me retourne vers mes préparatifs, refusant de le laisser voir l'impact de ses paroles. Alors que ses pas s'éloignent, je sors mon téléphone, consultant les messages vocaux sanglotants de Léa, affirmant que sa carrière est finie sans accès au Tramontane,
comme si tout son avenir académique dépendait du vol du travail de ma vie. 3 heures plus tard, je suis assise en face de maître Marion Sorel dans son cabinet d'avocat à Lorient, le port visible à travers des fenêtres zébrées de pluie. Elle remet les documents contestés dans son portefeuille en cuir. Ton achat est inattaquable. Elle tapote son stylo contre le bureau. Tes parents ont signé ces documents de transfert volontairement, avec une authentification par notaire. Le fait qu'il n'ait pas réalisé que tu étais l'acheteuse derrière Dubois-C. SARL n'est pas pertinent. Le soulagement dénoue le nœud dans ma poitrine. Ils disent que je les ai manipulés. Chloé, tu as payé 20% au-dessus de la valeur du marché. Les yeux de maître Sorel se plissent. Si quoi que ce soit, ce sont eux qui ont profité de toi. Maître Sorel, je jette un œil à ma montre. Je dois y retourner. Nous partons à l'aube. Une dernière chose. Elle fait glisser un dossier vers moi. J'ai confirmé ton nouveau contrat d'hypothèque à Boulogne-sur-Mer. Le directeur de l'usine de transformation là-bas dit que ton contrat d'approvisionnement est assuré dès que tu seras prête. Le mot « dès que » reste en suspens entre nous. Nous savons toutes les deux que cela devient une question de quand, et non de si. De retour au port, l'odeur familière de sel et de diesel me calme habituellement, mais aujourd'hui, la vue du camion de grand-père sur le parking accélère mes pas. Il est assis sur un pieu, une boîte en bois à côté de lui, regardant les mouettes tournoyer au-dessus. Voilà la capitaine. Son visage buriné se fend d'un sourire alors que j'approche. Je ne me sens pas vraiment comme une capitaine aujourd'hui, je m'assieds à côté de lui. Ton père est passé avec des menaces légales. Grand-père renifle. Georges a toujours cru qu'une voix forte lui donnait raison. Il tapote la boîte en bois. Je t'ai apporté quelque chose. À l'intérieur se trouve une pile de journaux de pêche jaunis. Des entrées manuscrites datant de 50 ans. Coordonnées. Prise. Observation météorologique. Toute une vie de savoir. Ta grand-mère disait que j'aimais ces eaux plus qu'elle, la voix de grand-père s'adoucit. Elle n'avait pas tort, mais elle comprenait. C'est dans notre sang. Il tapote les registres. Je gardais ça pour celui qui se montrerait digne. J'ai su depuis que tu avais 10 ans et que tu insistais pour appâter tes propres hameçons, que c'était toi. Tu es la vraie capitaine parmi eux. Ma gorge se serre. Il ne le voit pas de cette façon. Je me suis battu contre mes propres frères pour le droit de diriger le bateau de notre père. Il pointe vers l'eau. Ces combats ne finissent jamais. Ils changent juste de forme. Chaque capitaine choisit entre plaire aux autres et suivre son compas. De sa poche, il sort un compas en laiton, la vitre rayée par des décennies d'utilisation. Ça m'a guidé à travers 50 ans de tempête. Il le place dans ma paume, fermant mes doigts autour. Navigue selon ton propre cap, ma petite Chloé. Le métal se réchauffe contre ma peau alors que j'acquiesce, incapable de parler. La confrontation a lieu jeudi matin, juste au moment où nous chargeons pour une sortie de 3 jours. Je les repère depuis la timonerie, papa, maman, Léa, et 4 assistants de recherche transportant des mallettes d'équipement. Mes matelots les remarquent aussi. Michel descend sur le quai, les bras croisés. Jean et Thomas l'encadrent sans un mot. Les 3 forment une barrière humaine entre ma famille et le Tramontane. Nous avons un horaire à respecter, dit Michel, la voix ferme. Maman s'avance. C'est une affaire de famille. Écartez-vous. Nous travaillons pour la capitaine Dubois, Jean ne bouge pas, et elle doit respecter la marée. Léa bouscule ses assistants. Chloé, tu détruis des années de recherche. L'université a besoin de ces eaux. L'université peut remplir des demandes de permis comme tout le monde, je crie depuis le pont, le compas en laiton lourd dans ma poche. Le visage de papa s'assombrit alors qu'il se tourne vers l'équipe de recherche. Chargez le matériel. Elle ne vous arrêtera pas. Alors que les assistants s'avancent, je lève la main. Montez sur mon navire sans permission, et je vous ferai arrêter pour violation de propriété. Le capitaine du port apparaît, un presse-papier à la main. Y a-t-il un problème ici? Papa se tourne brusquement vers lui. Ma fille bloque la recherche universitaire. Nous déposons une injonction d'urgence. Contre la propriétaire enregistrée du navire? Le capitaine du port vérifie son presse-papier. Dubois-C. SARL a tous les permis en règle. Si vous n'êtes pas de l'équipage, vous devez libérer la zone de chargement.
Les assistants de Léa échangent des regards, reculant lentement. Les yeux de maman s'emplissent de larmes alors qu'elle s'agrippe au bras de papa. Je ressens un moment d'hésitation, puis je me souviens des mots de grand-père sur le choix de mon cap. Cette nuit-là, je réunis mon équipage dans la cuisine. La vapeur s'élève des tasses de café alors que j'étale des cartes sur la table. Boulogne-sur-Mer. La mer du Nord. De nouveaux territoires. Loin des yeux indiscrets de Concarneau. Ces contrats offrent à chacun de vous 15% de la prise au lieu de 10. Je fais glisser les papiers vers l'avant. Je comprends si c'est trop de drame familial pour certains. Michel parcourt le document, puis lève les yeux. Quand est-ce qu'on part? À l'aube. Je trace notre route sur la carte avec mon doigt, sans regarder en arrière. Thomas lève sa tasse. Au tramontane. Alors qu'il trinque, je sens quelque chose d'inconnu monter dans ma poitrine. Pas de la colère, pas de la peine, mais une libération. Demain, l'horizon s'ouvrira devant nous, et pour la première fois, je serai vraiment à la barre de ma propre vie. Je pense au compas dans ma poche, pointant vers quelque chose qui m'a toujours appartenu. L'obscurité d'avant l'aube enveloppe le tramontane comme une promesse alors que je le guide à travers le chenal étroit qui mène hors du port de Concarneau. Mes mains sont fermes sur la barre, les jointures blanches n'ont pas de tension mais de résolution. Chaque tour de l'hélice nous éloigne un peu plus du seul foyer que j'ai connu, mais à chaque mille nautique, l'étau autour de ma poitrine se desserre d'un cran. Nous avons passé la dernière balise, capitaine. Marc, mon second depuis 7 ans, se tient à côté de moi dans la timonerie, sa voix basse comme si nous nous échappions au lieu de réclamer ce qui m'appartient de droit. Passe en vitesse de croisière. J'acquiesce, m'autorisant à regarder en arrière vers les lumières de Concarneau qui s'estompent. La ville dort, ignorant que le tramontane ne reviendra pas à son emplacement habituel. Je ne m'attendais pas à ce que cette vue me pique autant les yeux. Le téléphone satellite sur la console vibre pour la 3e fois en 20 minutes. Encore papa. Je le laisse sonner jusqu'à ce que le silence revienne. Ils vont continuer d'appeler. Marc lève un sourcil, les rides autour de ses yeux s'approfondissant. Laisse-les faire. Je pousse la manette des gaz, sentant le pont vibrer sous mes pieds tandis que le tramontane répond. Le premier vrai sourire depuis des semaines s'étale sur mon visage. Nous avons de nouveaux territoires à trouver. Le téléphone vibre à nouveau avant que j'aie fini de parler, cette fois avec une alerte de message texte. Les gardes-côtes ont été informés du vol du navire. Retournez immédiatement ou faites face à des accusations. La colère que j'ai réprimée s'enflamme dans mon ventre. J'attrape le téléphone, mes pouces volant sur l'écran. La documentation du navire déposé auprès de l'administration maritime montre Duboissé. SARL communique propriétaire. Réessai, papa. Je transfère les titres de propriété au capitaine du port et à 3 autres capitaines de la flotte, une assurance contre l'histoire que mon père raconte à terre. Marc siffle doucement. Ton père joue la carte du bateau volé? C'est dur. Pas aussi dur que d'essayer de vendre mon gagne-pain sous mon nez. Je range le téléphone, me concentrant plutôt sur le traceur de carte où j'ai marqué notre route vers les fonds marins de la mer du Nord. Un nouveau territoire pour le tramontane, mais j'ai passé des mois à recueillir des informations auprès d'autres capitaines, à étudier les courants, à cartographier les crêtes sous-marines où se rassemblent les homards bleus. En milieu de matinée, les appels passent sur le numéro de Léa. Je finis par répondre après la 7e tentative. Chloé, s'il te plaît. Sa voix se brise avec une vulnérabilité familière et étudiée. Tout mon programme de recherche dépend de l'accès à ces eaux. Juste un voyage de plus, mon professeur. Il devrait trouver un autre bateau, je la coupe, en regardant une paire de baleines à bosse faire surface à tribord. Ou mieux encore, postuler pour de vraies subventions de recherche au lieu de voler des données exclusives. Ce n'est pas du vol quand c'est un savoir familial, proteste Léa, le ton génial et arrogant dans sa voix me faisant serrer la mâchoire. Un savoir familial acheté avec mon hypothèque, mon carburant, mon travail. Je prends une profonde inspiration. Le tramontane n'est plus disponible pour l'usage de la famille Dubois. Bonne chance pour ta thèse. Je raccroche, mets le téléphone en silencieux et le range dans un tiroir de la cuisine. Par la fenêtre, je regarde Marc et l'équipage préparer les casiers à crabe sur le pont, leurs mouvements synchronisés par des années de travail en commun. Ils ont tous choisi de venir avec moi, même en sachant que cela signifiait couper les ponts avec le nom Dubois et Concarneau. Dans l'après-midi, la radio crépite de voix familières.
Le capitaine Jensen de la Téméraire, puis Bertrand sur la Sorcière des mers. J'ai entendu dire que tu avais enfin quitté le port, Dubois, la voix bourrue de Jensen retentit. Il était temps. Il était temps. Ton vieux raconte des histoires au café du coin, ajoute Bertrand. Mais il semble que le capitaine du port l'ait remis à sa place sur qui possède quoi. Les Dubois ne se font pas beaucoup d'amis aujourd'hui. Leur soutien dénoue quelque chose dans ma gorge. J'ai connu ces hommes toute ma vie, les ai vus traiter mon père avec déférence pendant qu'il utilisait le nom Dubois. Maintenant, ils choisissent leur camp le mien. 3 jours plus tard, nous jetons les casiers dans des eaux que je n'ai jamais travaillées auparavant. L'équipage est silencieux, tendu, sachant que tout repose sur cette prise. J'ai tout misé sur le fait d'avoir raison à propos de ces fonds. Quand nous remontons la première ligne de casiers, ils sont si lourds que les systèmes hydrauliques peinent. D'énormes homards bleus, leurs carapaces brillantes, tombent sur la table de tri. L'équipage éclate en cris de joie tandis que je reste silencieuse, faisant des calculs dans ma tête. À ces poids, nous nous dirigeons vers une prise record. Cette nuit-là, le directeur de l'usine de transformation a appelé personnellement pour confirmer notre heure d'arrivée. Le bruit court que tu as touché le gros lot, Dubois. Nous te libérons une place à quai. Après l'appel, j'ai réuni l'équipage dans la cuisine. De la bière sort de la glacière, et je ne proteste pas quand Marc me tend une bouteille. Pour la première fois, je leur raconte tout, les années où mes parents ont traité le bateau comme une propriété familiale alors que je portais seul les paiements, le vol académique de Léa, la trahison finale d'essayer de vendre le Tramontane sous mon nez. Au capitaine Dubois, Marc lève sa bouteille. Qui a enfin réalisé que les liens du sang ne donnent pas le droit aux gens de voler votre avenir. Au Tramontane, crie quelqu'un d'autre. Et à Boulogne-sur-Mer, notre nouveau port d'attache. Je prends une longue gorgée de ma bière, sentant le liquide froid laver des années de mots ravalés. Mon téléphone affiche 17 appels manqués et une notification de réseau social. La publication publique de maman sur la trahison familiale se fait démolir par des commentateurs qui connaissent la vérité. Je supprime la notification sans la lire. Leurs voix ne peuvent pas m'atteindre ici, sur mon bateau, entouré de gens qui respectent les limites et le travail honnête. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je navigue selon mes propres cartes, et l'eau devant moi semble claire jusqu'à l'horizon. 3 mois plus tard, nous étions au nouveau port, et j'avais rassemblé plus de preuves et une équipe pour protéger mon héritage. L'ombre du Tramontane s'étend sur les eaux agitées de Boulogne-sur-Mer alors que je les aperçois. 3 silhouettes blotties contre le vent, semblant petites face au décor industriel des usines de transformation et des entrepôts de fournitures. Mes parents et Léa, exactement comme je m'y attendais lorsque le capitaine du port a appelé pour me prévenir. « Capitaine », dit Luc à côté de moi, son visage buriné se plissant d'inquiétude. « Tu veux qu'on les renvoie ?» Je secoue la tête, les regardant observer mon navire, coque fraîchement peinte, nouveau système hydraulique brillant sous le faible soleil du nord, équipage se déplaçant avec une efficacité rodée alors qu'il se prépare pour la sortie de demain. Je m'en occupe. 3 mois de distance ont endurci quelque chose en moi. Je me tiens plus droite alors qu'ils approchent, remarquant comment la démarche assurée de mon père vacille lorsqu'il voit les améliorations. Les panneaux solaires. Le système de navigation amélioré. Le nom fraîchement repeint, avec Dubois C. SARL, en dessous en lettres professionnelles. Catherine, m'appelle ma mère, utilisant mon nom complet comme elle le fait toujours quand elle essaie d'établir son autorité. Sa voix porte sur le quai, cassante d'une chaleur forcée. Le port ne parle que de ton opération. Je ne bouge pas du bastingage. Vous êtes les bienvenus à bord de mon navire. Une conversation, puis vous partez. L'accent sur « mon » ne leur échappe pas. Ils échangent des regards, la même communication silencieuse qu'ils ont utilisée toute ma vie pour comploter des stratégies. Léa serre un portefeuille en cuir contre sa poitrine comme un bouclier. Permission de monter à bord, capitaine ? La tentative d'humour de mon père tombe à plat. Accordé. Je les conduis à la cuisine, récemment rénovée avec les bénéfices de notre prise record d'homards bleus. L'espace semble plus petit avec eux, mais pour une fois, je ne me fais pas plus petite pour m'adapter. Je leur indique les banquettes, restant debout. Café, je propose, me servant une tasse sans attendre leur réponse. Mon père se penche en avant, les mains jointes entre ses genoux, sa posture de négociation. Chloé, nous avons réfléchi. Il est temps de mettre tout ça derrière nous. Nous sommes toujours une famille, ajoute ma mère, tendant la main sur la table comme pour toucher la mienne.
Je l'éloigne, enroulant mes doigts autour de ma tasse à la place. Léa a l'air différente, plus mince, avec des cernes sous les yeux que je n'avais jamais vues. L'université établit un nouveau programme de recherche sur la conservation marine, dit-elle. Nous pourrions former un partenariat exclusif. Tes données de pêche, mes recherches. L'héritage du bois, combinant l'industrie traditionnelle avec la science de la conservation. La qualité répétée de leurs arguments flotte dans l'air entre nous. Je prends une lente gorgée de café, laissant le silence s'étirer jusqu'à ce que mon père bouge, mal à l'aise. Nous pourrions facilement restructurer la propriété, continue-t-il, sa voix baissant pour prendre le ton raisonnable qu'il utilise avec les clients difficiles. Un arrangement de copropriété familiale. Pas besoin de tout ça. Il fait un geste vers le bateau. L'indépendance. Je pose ma tasse avec précaution et attrape sous la table le dossier que j'ai préparé il y a des semaines, sachant que ce jour viendrait. Avant que vous continuiez, dis-je, le posant à plat entre nous, établissons ce que le mot famille a signifié jusqu'à présent. J'ouvre le dossier, révélant la première page, des photographies d'équipements endommagés lors des excursions de recherche de Léa. Dates estampillées, avec les factures de réparation jointes. 6 sondeurs de profondeur à 3 000 € chacun. Dégâts des eaux sur l'ordinateur de navigation, 4 400 €. Système de treuil surchargé au-delà des paramètres de sécurité, remplacement à 8 300 €. Je tourne la page. Des registres documentant chaque fois qu'ils ont emprunté du carburant, du matériel ou des heures d'équipage, sans compensation ni reconnaissance. Ressources familiales, dis-je en tapotant la colonne de chiffres totalisant plus de 110 000 €. La troisième page fait ma mère halter, des relevés bancaires montrant les paiements de l'hypothèque de leur maison, les frais de scolarité de Léa, les factures médicales d'urgence après l'opération de la vésicule biliaire de mon père. Peut-être, dis-je, ma voix ferme malgré la chaleur qui me monte à la gorge, que nous définissons le mot famille différemment. Le visage de mon père s'assombrit. Attends une minute, non. Le mot claque comme un fouet. Pendant 32 ans, j'ai attendu. Je croyais que la famille signifiait un soutien mutuel, pas une prise sans fin. Je les regarde directement, un par un. J'ai les courriels où vous discutiez de la vente de mon gagne-pain pour financer le doctorat de Léa, daté de quelques jours seulement après que j'ai remboursé votre deuxième hypothèque. Les yeux de Léa s'écarquillent. Papa a dit que tu avais l'intention de vendre de toute façon. Jamais. J'arrête, respire. Chaque centime que j'ai gagné est retourné dans ce bateau ou pour vous soutenir tous. Pendant ce temps, vous prévoyiez de le vendre sous mon nez. Les yeux de ma mère s'emplissent de larmes, mais pour une fois, elles ne m'émeuvent pas, nous ne voulions que le meilleur pour tout le monde. Pour tout le monde, je ris, le son dure même à mes propres oreilles, ou pour la fille dont vous valorisiez vraiment les réussites? Mon père se lève brusquement, renversant la banquette. Après tout ce que nous avons sacrifié pour toi, c'est comme ça que tu nous rembourses? Avec des accusations et, assieds-toi, Georges. La voix vient de l'embrasure de la porte, où se tient grand-père Dubois, un sac de marin sur l'épaule. Et pour une fois dans ta vie, écoute ta fille. Papa, balbutie mon père. Tu ne comprends pas, je comprends très bien. Grand-père se place à côté de moi, sa présence un mur de soutien solide. Vous la traitez comme une bête de somme au lieu d'une fille depuis qu'elle a 16 ans. J'ai vu ça arriver et je n'ai rien dit. Ça s'arrête aujourd'hui. Le visage de Léa s'est décomposé, une véritable compréhension se faisant jour pour peut-être la première fois. Je ferme le dossier. Voici mes conditions pour toute relation future, dis-je doucement. La reconnaissance de l'exploitation passée, le respect de mes limites, et la compréhension que ce navire et cette entreprise sont à moi seul. Mon père se relève, plus lentement cette fois. Tu as toujours été têtu, tout comme ton grand-père. Viens, Hélène, Léa. Nous n'allons pas supplier. Mais alors qu'il se dirige vers la porte, je perçois le changement sur le visage de ma mère, la manipulation laissant place à une onde sincère. Léa s'attarde, ses doigts traînant sur la table de la cuisine. Je ne l'ai jamais vue, murmure-t-elle. Je suis désolé de ne l'avoir jamais vue. Ce n'est pas assez. Mais c'est un début. 1 an plus tard, la lumière du soleil matinal traverse les fenêtres de mon bureau avec vue sur le port, projetant des motifs dorés sur les cartes qui tapissent les murs. Chaque carte marque des zones de pêche fructueuses que le Tramontane a revendiquées cette année, un territoire qui appartient à Dubois SARL, et non à une obligation familiale.
Je suis du doigt les nouvelles éditions, la fierté réchauffant ma poitrine en me remémorant la prise record que nous avons ramenée la semaine dernière. Un coup à la porte me tire de mes pensées. Grégoire, un de mes seconds, se tient dans l'embrasure, tenant une pile de courrier. Les renouvellements de contrats d'approvisionnement sont arrivés, dit-il en déposant les enveloppes sur mon bureau. Et ça. Il me tend une enveloppe avec l'adresse de retour de mes parents, leur écriture formelle immédiatement reconnaissable. Carte d'anniversaire, demande-t-il, remarquant mon hésitation. J'acquiesce, la glissant dans le tiroir de mon bureau sans l'ouvrir, la troisième depuis que je suis parti, chacune un peu moins rigide que la précédente. Par ma fenêtre, les 2 navires de ma flotte en expansion tendent doucement à leurs amarrages. Le Tramontane brille d'une peinture fraîche, et à côté de lui, l'Aurore achetée il y a 3 mois lorsque nous avons obtenu le contrat de la mer du Nord est tout aussi fière. Mon regard se porte sur la photo encadrée sur mon bureau, mon équipage réuni sur le pont après notre première saison indépendante, les visages burinés par le soleil et souriants. Le téléphone sonne. Je reconnais immédiatement le numéro de grand-père. Ma petite fille capitaine, me salue-t-il, sa voix bourrue d'affection. Les frères Le Gall viennent de me parler de ton prix pour la pêche durable. Tu te fais un sacré nom. Je ris, une chaleur se propageant dans ma poitrine. J'utilise juste ton compas comme tu me l'as appris. La meilleure chose que j'ai jamais donnée, dit-il. En parlant de ça, Léa a appelé hier. Ma main se serre sur le combiné. Et elle a obtenu sa propre bourse de recherche. Financée par l'université, sans aucune condition de la part des Dubois. La fierté colore sa voix. Elle m'a dit de te dire qu'elle trace sa propre route maintenant. Quelque chose en moi se détend à ces mots. Les appels hebdomadaires avec grand-père sont devenus mon lien familial le plus vrai, un pont vers ce que la famille devrait être. Il ne demande jamais rien, sauf mes histoires. Ma thérapeute dit que c'est ainsi que je saurai que je guéris quand les souvenirs de ce qui s'est passé ne déclencheront plus immédiatement de la colère. Ces jours-ci, je pense à ma famille avec quelque chose de plus proche d'une distance mesurée que de la rage. Après avoir raccroché, j'attrape ma veste et descends vers les quais. La jeune femme qui attend près du Tramontane se redresse en me voyant, son expression avide masquant à peine sa nervosité. Capitaine Dubois. Sa poignée de main est ferme malgré son anxiété. Je suis Jessica Toussaint. Merci de considérer ma candidature de stage. Je l'étudie 19, peut-être 20 ans, avec des mains calleuses qui me disent qu'elle n'est pas étrangère au travail acharné. La petite exploitation de sa famille est en difficulté depuis l'accident de son père l'année dernière. Je reconnais ce regard dans ses yeux, la détermination mêlée au désespoir, une volonté de s'épuiser au travail par obligation familiale. Première règle, dis-je en détachant le compas de grand-père de ma ceinture et en le plaçant dans sa paume. Ça reste avec toi pendant la formation. Non pas parce que tu vas te perdre, mais parce que ça te rappelle de naviguer d'après tes propres étoiles. La confusion traverse son visage. Deuxième règle, ta valeur ne se mesure pas à ce que tu donnes. Les mots émergent d'une sagesse durement acquise. Il m'a fallu 32 ans pour apprendre ça. La compréhension se fait jour dans ses yeux, lentement, comme un lever de soleil sur la côte bretonne. De retour à mon bureau plus tard, je signe les derniers documents pour notre prochain contrat, le plus important à ce jour. Ma signature est plus assurée maintenant, ce n'est plus le gribouillis hésitant de quelqu'un qui attend la permission. Demain, nous mettons le cap sur de nouveaux territoires. Le respect de la communauté que nous avons gagné ne vient pas du nom Dubois, mais de l'intégrité avec laquelle nous opérons. Parfois, je me demande si mes parents comprennent que ce qu'ils ont perdu n'était pas seulement un bateau, mais la chance de connaître leur fille. La dernière lumière du jour se reflète sur l'eau alors que je monte sur le pont du Tramontane. Je passe la main sur le bastingage familier, sentant le poids solide de l'appartenance. Ce navire porte mon avenir maintenant, pas mon passé. Je regarde vers l'horizon, où les possibilités de demain attendent. L'eau s'étend, infinie et lumineuse, à moi de naviguer, enfin.